Bonjour à tous, nous voilà donc ensemble pour cet appel à l'égalité dans le domaine de la santé. Alors dans cette journée qui est vraiment riche en propositions d'action dans différents secteurs, je pense qu'il faut d'abord pointer que nous nous trouvons là dans une situation qui est tout de même assez inattendue. On va défendre la notion d'égalité dans un secteur où les femmes auraient toutes les raisons de se sentir défendues. Bah oui, après tout, permettez l'expression, dans ce secteur, les femmes, elles font le boulot. En dehors de la fonction publique, souvenez-vous de ces chiffres. Le secteur santé sociale est bien le premier employeur privé français. 2 millions de salariés EES, près de 77% de ces salariés sont des femmes, c'est 44% dans l'ensemble de l'économie. Nous avons donc bien là un secteur qui, en étant largement féminisé, aurait pu servir aux femmes, et ce n'est pas le cas. Alors, il s'agit bien d'agir pour favoriser l'égalité femmes-hommes dans les cursus d'études supérieures, des quotas, une plus grande mixité du corps enseignant, des modules dans les études sur les différences quant au diagnostic, au traitement, des subventions en faveur de la médecine genrée et sexuée. Voilà bien les propositions santé 34, 35, 36, 37 du livre blanc. Alors il s'agit de lancer l'appel pour encourager une meilleure prise en compte des attentes des femmes travaillant dans ce secteur, notamment à l'hôpital, en aménageant les horaires, en instaurant un congé parentalité ou une garde d'enfants facilitée. Propositions 38, 39, 40. Enfin, il s'agit aussi de lutter contre le sexisme dans les instances médicales en créant un index de l'égalité professionnelle, nommant un référent harcèlement. Et pourquoi ne pas caler les subventions données aux établissements en fonction de leur respect de la parité, organiser des séminaires, sexisme, harcèlement, favoriser les projets de recherche dotés d'équipes plus féminines, donner des noms de femmes à des hôpitaux ou universités, conditionner l'IA, l'intelligence artificielle pour qu'elle sorte du biais des stéréotypes. Propositions 41 à 47. Et oui, 14 propositions pour action qui sont bien sûr issues des ateliers webinaires que le think tank Marie-Claire, grâce à Connecting Leaders, a mis en place ces derniers mois sous la houlette de Valérie Offenberg. Alors avec moi ce matin, des femmes puissantes, comme le dirait une célèbre consoeur, dans leur détermination à faire changer les choses. Donc Claudine Junien, merci d'être là pour nous amener à revoir un petit peu nos bases des cours de sciences naturelles. On va replonger un petit peu dans les karyotypes, dans nos chromosomes sexuels pour mieux saisir nos différences hommes-femmes. La médecine genrée, vous, c'est bien votre affaire. C'est une autre expérience de terrain médical que la vôtre, Dr Khada Hatem. Merci beaucoup d'avoir pris le temps d'être là. Vous êtes gynécologue, présidente fondatrice de ce lieu de bienveillance, de répit, qui est la toute jeune Maison des Femmes. Et vous avez fait ces derniers jours beaucoup entendre votre voix à propos du certificat de virginité, le sexisme, jusque dans les instances médicales, entre autres. Vous, cela vous parle. Valérie Faya, vous êtes bien sûr la déléguée générale de la Fondation Sanofi Espoir. Tendre à la parité, permettre aux femmes de parler à des femmes, leur permettre de penser à prendre soin d'elles. C'est sûrement l'un des sujets qui vous préoccupe. Vous portez la parole d'une autre expérience de terrain qui vise à agir sur les inégalités de santé dans les pays émergents comme dans les pays développés. Créer l'écosystème qui permettra de prendre enfin en considération le rôle pivot des femmes, ça vous parle à vous, n'est-ce pas? Vous acquiescez Ulrike de Cohen, vous êtes directrice communication de la marque et de la responsabilité d'entreprise du groupe AXA. Et puis enfin Yannick Hatno, merci beaucoup d'être là. Vous êtes la directrice générale de WW, anciennement Weight Watcher France. Votre concours a été assez précieux aussi pour toutes ces propositions. Votre partenariat WW avec les femmes doit son succès à la qualité de leur épanouissement personnel. On va pouvoir en parler ensemble. Donc vous qui nous regardez, vous allez pouvoir découvrir combien sont fondées ces 14 propositions santé. Vous allez voir qu'il y a là 5 facettes, 5 approches qui se complètent et qui rendent vraiment concrètes ces propositions du livre blanc du think tank Marie-Claire. Claudine Junien, je voulais qu'on commence par vous. Vous êtes professeur de médecine, la génétique c'est votre affaire, membre de l'Académie de médecine et vous nous dites, attention, il y a un socle, il y a une réalité biologique. On va chercher dans la carte d'identité chromosomique des individus, les chromosomes sexuels qui nous différencient des hommes et des femmes, XX pour les femmes bien sûr, XY. Alors en synthèse, le fondement que vous voudriez qu'on retienne, de quoi s'agit-il? Ce que je voudrais qu'on retienne, c'est que avant les hormones,
il y a une vie et que cette vie est sexuée. Elle est sexuée dès le départ de la vie, c'est-à-dire au moment de la fécondation, le petit spermatozoïde qui va rentrer dans l'ovule, il va y imprimer le sexe, fille ou garçon, selon qu'on est XX ou XY. Et ça, c'est quelque chose qui demeure en nous, qui est le socle, justement, comme vous disiez, de toutes nos différences et qui est aujourd'hui occulté par le genre. C'est-à-dire que le sexe, moi, je le vois un peu comme l'angle mort du genre. C'est-à-dire que nous sommes sexués partout, de la tête aux pieds, dans toutes nos cellules, et pourtant, on ne parle que de genre. Et il va falloir que nous nous mettions à ça, au sexe, quand on se sera débarrassé de ces funestes stéréotypes, mais il va falloir faire un gros boulot parce que ça n'est pas encore passé dans les têtes. Mais c'est quelque chose que la médecine a découvert récemment, ou bien au contraire, en fait, on le sait depuis très très longtemps et on n'a pas forcément voulu le voir. On le sait depuis longtemps parce que l'histoire, la petite histoire du chromosome Y, elle est découverte depuis le siècle dernier, le début du siècle dernier. Donc, c'est pas nouveau. Et on sait que le chromosome Y, il a des gènes qui ne sont nulle part ailleurs et nulle part sur les chromosomes de la femme. Donc, qu'est-ce que font ces gènes? Et ces gènes sont vraiment très importants. Le malheur est qu'on n'a pas encore étudier l'expression de tous ces gènes dans tous les tissus, à tous les stades de la vie. Et ça, c'est vraiment un grand vide qu'il va falloir combler dans les années qui viennent. Si on se débarrasse des stéréotypes, on va s'apercevoir qu'il reste toujours des différences. Et ces différences, elles sont dues à ces gènes de l'Y, mais elles sont dues aussi au fait que les femmes ont 2 chromosomes X et qu'un quart à peu près des gènes qui sont sur le chromosome X, qui fait quand même à peu près 300 à 400 gènes, s'expriment en double dose à au moins un stade de la vie et dans au moins un tissu. Donc ça, c'est ce qui va faire la différence des femmes par rapport aux hommes, et c'est permanent, c'est inscrit dans notre génotype. Et comme je le disais, c'est pas parce qu'on aura balayé le genre qu'on s'en débarrassera. Ça fait partie de notre marque, la marque des hommes, la marque des femmes. Alors vous me disiez en préparant tout cela que la sociologie est venue mettre du grain à moudre dans toute cette appréciation de l'égalité du rapport homme-femme, et c'est ça qui a contribué à rendre tout un peu confus. Oui, parce que en fait, l'accent est mis sur les aspects sociologiques, qui sont très importants. Nous en avons largement discuté, qui sont très importants, mais il va falloir que l'on soulève le voile et qu'on s'aperçoive que derrière ces différences en sociologie, il y a des différences sexuées, des différences génétiques et même des différences épigénétiques qui viennent réguler tout ça. Et c'est ça qui, aujourd'hui, doit nous mouvoir. Donc, ce qu'on entend dans ce que vous dites, en résonance avec les 14 propositions de santé qui sont dans le livre blanc, c'est qu'il est plus qu'urgent, alors même qu'on a la littérature et le savoir, d'éduquer nos jeunes médecins, nos jeunes chercheurs, en fonction de cette réalité biologique. Et d'indiquer vraiment à chaque fois qu'il y a une différence homme-femme et d'étudier en conséquence, ce qui n'est pas le cas. Vous parliez tout à l'heure de sciences naturelles. C'est aussi là qu'il faut commencer, chez les petits garçons et les petites filles, et peut-être sortir des exemples qui sont utilisés pour apprendre le sexe aux enfants, passer carrément à l'homme et expliquer ce qui se passe, plutôt que de partir dans des conversations et circonvolutions un peu dangereuses. Il faut vraiment que la société entière soit convaincue de ça, pour qu'on arrête de faire des bêtises et de ne se rapporter qu'aux aspects sociologiques. Il y a des aspects biologiques qui sont indispensables à contempler. Et pourquoi? Eh bien parce que depuis l'ère de l'épigénétique, puisqu'on est maintenant dans l'ère de l'épigénétique, on s'aperçoit que toutes les influences
que nous vivons au cours de notre vie, à commencer par les expériences de la toute petite fille ou du tout petit garçon, il vient se greffer sur nos gènes, pas dans les gènes, mais sur nos gènes, des marques épigénétiques qui vont faire que les gènes vont s'exprimer différemment. Donc toute notre expérience socio-culturelle, elle va se mouvoir lentement et être incrustée dans l'épigénétique qui gouverne l'expression des gènes. Donc le sexe est partout, mais c'est le sexe... Je sais, c'est le sexe, non pas sexualité, même si la sexualité en fait partie, mais c'est le sexe dans les différences qu'il y a au sein de toutes nos cellules. Alors pour éclairer, et puis on reviendra discuter avec vous, il y a cette réalité de cet épisode Covid-19 qui nous étreint. Vous êtes membre de l'Académie de médecine, je l'ai dit. Il y a eu un communiqué émis par l'Académie de médecine ces derniers jours. Donc bon, voilà, quand même pas mal de littérature étayée et qui a démontré en quelque sorte, pour nous surtout néophytes, qu'il y avait une vraie réalité dans la prestation de la Covid homme-femme. Et là, on est au cœur de ce que vous dites, c'est-à-dire que on ne prend pas la dimension genrée de tous les faits cliniques et biologiques. Et dans le cas de la Covid, c'est pareil que dans toutes les autres pathologies. Il faut regarder combien d'hommes et combien de femmes sont atteints, regarder quels sont les effectifs de ces hommes et de ces femmes. Dans le cas de la Covid, ce qui est très intéressant, c'est qu'on s'aperçoit que les femmes sont surreprésentées dans le care. Le care, c'est quoi? C'est tout le personnel soignant, médical, pas tout à fait les médecins parce qu'il y a presque parité, mais chez le personnel soignant, chez tous les aidants. Les aidantes sont des aidantes dans la famille. Qui est-ce qui s'occupe du père, de la mère? Ce sont des femmes. Ce sont des femmes aussi dans l'éducation, parce que dans l'éducation, le personnel éducatif, ce sont essentiellement des femmes. Il y a quelques hommes quand même, mais ce sont en grande majorité des femmes. Ces femmes sont donc plus exposées sur le plan numérique que les hommes. Or, pourtant, on s'aperçoit dans tous les pays à travers le monde, parce que les données genrées existent quand même, on s'aperçoit que hommes et femmes sont à peu près atteints de manière équitable, si on peut dire, par la Covid. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que puisqu'il y a plus de femmes qui sont exposées, ça veut dire que les femmes sont protégées. Pourquoi sont-elles protégées? Eh bien, pour des raisons immunitaires, pour le fait qu'il y a des gènes qui correspondent à l'immunité qui sont sur le chromosome X, donc qui risquent de s'exprimer en double dose chez la femme, donc qui risquent d'avoir des effets très différents entre l'homme et la femme. Mais entre la contagion, donc la contagiosité, et puis le risque de décès, alors là, on inverse complètement les choses. On s'aperçoit que si vous connaissez un peu le monde des EHPAD, il y a 75% de femmes dans les EHPAD. Mais il y a une mortalité qui est le double entre les hommes et les femmes. Il y a 2 fois plus d'hommes qui meurent de Covid que de femmes. Donc dans les EHPAD, 75% de femmes, 2 fois plus de morts que de femmes, pardon. Et si on fait le calcul de tout ça, ben on ne le voit pas vraiment. On ne le voit que peut-être dans les services hospitaliers et encore. Donc il y a dans le recrutement des effets, des données genrées, une obligation de revoir un petit peu tout ça, mais il y a maintenant pour la recherche, dans tous ces domaines, l'obligation de se préoccuper des différents mécanismes. Alors là, il s'agit de mécanismes moléculaires, puisqu'au sein de nos cellules, ce sont les gènes, et ce sont des groupes de gènes, c'est pas un gène, c'est plusieurs gènes, qui agissent de concert sous la forme de network de gènes, pour faire en sorte que l'homme et la femme ne se défendent pas exactement de la même façon, et qu'il va falloir en tenir compte pour protéger mieux les hommes, pour protéger mieux les femmes dans ce qu'elles ont de particulier les uns par rapport aux autres.
Voilà, parce qu'on entend aussi que tenir compte de ces différences, c'est permettre à chacun d'être mieux apprécié, mieux protégé, mieux diagnostiqué et soigné. Rada Hatem, vous êtes médecin aussi, vous êtes gynécologue. Je vous vois acquiescer en écoutant la généticienne. Vous retrouvez évidemment peut-être écho à votre enseignement. On vous faisait part de cette différence vraiment homme-femme, vous vous souvenez ou pas? C'est une appréciation véritable ou on oublie petit à petit dans les études de faire cette différence? On l'étudiait évidemment dans tout ce qui est endocrinologie, gynécologie, Les hormones, hein. mais on n'avait pas du tout cette notion que les femmes pouvaient ne pas réagir de la même façon que les hommes à certains médicaments, à certains virus. Ça, c'est très récent, cette prise de conscience-là, et que par exemple, tous les travaux sur les médicaments sont faits sur des hommes et qu'on extrapole aux femmes. Ça, je n'en avais pas conscience avant que des gens comme Madame Julien ne l'expriment. Et au sein de votre pratique au quotidien, vous pensez maintenant qu'il y a vraiment urgence d'enfin ressoulever le voile? Parce que c'est des choses, on voit que la littérature l'a déjà un peu prouvé, mais qu'on ne voulait pas regarder en fait en face quelque part. Donc, vous voulez dire par rapport à l'impact des traitements ou bien en général en médecine? les deux. C'est pas le même sujet. Ouais. Par rapport à l'impact des médicaments, des traitements, de la vulnérabilité des uns et des autres, oui, bien sûr. Et puis c'est bien plus intéressant. Et puis ça donnera peut-être aussi des pistes pour progresser. On ne sait pas ce qui protège les femmes dans la Covid. Est-ce que c'est nos hormones? Est-ce que c'est le système immunitaire est différent entre les hommes et les femmes. On sait que les femmes sont mieux protégées. Alors peut-être que tout ce qui se passe pendant la grossesse, aussi la tolérance immunitaire vis-à-vis du fœtus joue un rôle. vis-à-vis de la greffe de l'homme? Oui. Oui. Non, je pense que ça pourrait être des pistes très intéressantes et qu'il va falloir les travailler. Alors une question à laquelle j'aimerais bien que vous répondiez, est-ce que si on est une femme génétiquement, mais qu'on pense qu'on est un homme, comment on réagit? Est-ce qu'on a étudié ces choses-là? Ou il n'y a pas assez de cas? C'était très peu et très mal étudié, parce que ça n'est pas étudié dans cette perspective-là. Il y a des travaux vraiment très récents qui ont permis à Catherine Dulac, qui est une Française d'Harvard, qui a permis à Catherine Dulac de recevoir un prix de 3 millions de dollars, ce qui est bien pour faire de la recherche, et où elle étudie les différences de systèmes pour la parentalité, mais aussi pour l'agressivité. Et l'agressivité, bon, je pensais à vous justement. Alors, en lisant ces papiers. C'est très intéressant que on s'aperçoit que chez les souris et chez les rats, l'agressivité des mâles vis-à-vis des petits, on ne l'observe dans l'immédiat que si le mâle est vierge. S'il a déjà eu des rapports avec une femelle, il va se comporter tout à fait différemment. Mais quand il est vierge, il y a une agressivité vis-à-vis des petits. On sait qu'il y a un infanticide très important dans certaines espèces qui ne sont pas exactement les mêmes. Chez le chat, le petit chat aussi, il va négliger ou tuer certains de ses petits quand ils sont mal fichus. Mais là, donc, ce qu'a montré Catherine Dulac, qui est vraiment passionnant, c'est qu'elle a réussi à déterminer la nature de certains neurones, et encore pas tous les neurones, dans une aire du cerveau, l'aire préoptique médiane, qui est sexuellement dimorphique. Et ça, c'est quelque chose qui est dans tous les livres depuis des années. On le sait sur les cerveaux de tous les, je dirais les mammifères, parce que je n'irai pas plus loin, mais ce qui existe aussi dans les autres espèces. Alors, dans cette région du cerveau, donc, quand le mâle a cette région qui est intacte, eh bien, il va être agressif vis-à-vis des petits. Quand il a déjà eu des accouplements avec des femelles, alors là, grâce à ce réseau, c'est exactement ce même réseau de gènes, alors là, il va devenir un bon papa. Et c'est ça qui est étrange. C'est extraordinaire de penser que ces neurones, si on peut tripoter ces neurones, on va pouvoir arriver à faire quelque chose. Et ça appelle chez l'homme l'agressivité des mâles. Bon, l'agressivité des mâles, on sait très bien qu'il
il y a des femelles, des femmes qui sont agressives, mais c'est quand même 80% des hommes qui sont agressifs. Donc si on allait chercher un petit peu dans ces neurones, peut-être qu'on comprendrait les mécanismes et surtout qu'on aurait des moyens d'agir. De pouvoir agir, voilà. Alors, quand on a créé la Maison des Femmes, ça résonne quand même aussi. Mais avant la Maison des Femmes, voilà un traitement. Moi qui suis en guerre contre la virginité, parce que c'est vraiment un état terrible, eh bien, il faut que tous les garçons aient des rapports sexuels assez précoces pour développer chez eux cette empathie et diminuer l'agressivité. Ça coûte rien, ça. Non. Alors, ce n'est pas dans les 14 propositions que j'ai citées. On la rajoute tout à l'heure. On sent qu'il y a encore des webinaires et des ateliers à faire. Vous en parlerez avec l'équipe du think tank Marie-Claire. Mais voilà, tout ça est passionnant, un peu parfois ardu pour nous à comprendre. Vous le comprendrez, professeur, mais on sent bien là, Rada, que on est en train, sur ce sujet, au travers même de l'agressivité, d'arriver tout doucement vers le rapport au sexisme, à cette guerre des sexes. Qu'est-ce qu'il y a dans ce mouvement-là que proposent ces propositions de santé? Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant pour vous et d'urgent à faire et à prendre vraiment à bras-le-corps là, pour que ça aille un petit peu mieux? Alors déjà, dans ma profession, dans ma formation de médecin, plutôt jeune, les filles de mon âge ont été confrontées à du sexisme, et vous aussi probablement, très petites. Déjà, quand on était externe, par exemple, étudiante en médecine, et qu'il fallait montrer une radio en urgence au chef de clinique, on nous disait « mais montre-la moi dans ma chambre, parce que je suis un peu fatiguée ». Et puis parfois, ça s'était suivi d'une agression sexuelle. Je ne suis pas sûre que les femmes chefs de clinique faisaient monter les externes hommes dans leur chambre, mais je n'ai pas eu de témoignage. Donc déjà, il y avait cette façon de traiter les étudiantes en médecine. Et puis on avait très très vite compris qu'on avait intérêt à filer doux, à pas trop la ramener si on voulait qu'on nous fasse travailler, qu'on nous emmène au bloc opératoire, qu'on nous apprenne à opérer, tout ça. Donc on était très 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 soft. Il y a plein d'autres exemples, je vous le disais hier. La grande blague, c'est quel est le féminin de professeur? Vous êtes un contre-exemple. C'est praticien hospitalier, qui est un grade très modeste en médecine et qui n'a rien à voir. Et encore un autre exemple que je garde de mes jeunes années de clinica. Donc je suis accoucheur, et il y a 30 ans, il y avait de la réanimation après les accouchements beaucoup plus souvent qu'aujourd'hui, puisqu'on était peut-être un peu moins pointu. Et il y avait un vieux responsable du service de néonatologie. Chaque fois qu'on lui amenait une petite fille qu'il fallait réanimer, il disait bon, « c'est pas grave, on trouvera toujours à la marier ». Mais rien que ça, tous les jours, 10 fois par jour, c'était quand même sacrément violent. Donc ça on a baigné là-dedans. Violent et avec, je vais le dire, mais une acceptation des femmes d'entendre tout ça. Il n'y avait pas forcément... Est-ce qu'on avait le choix? Alors, je veux dire, vous êtes jeune médecin, il y a un vieux professeur qui dit ça tous les jours en salle d'accouchement, vous n'avez pas trop envie de vous faire remarquer. Et je finirai par une autre anecdote, si vous me permettez. C'est qu'on avait aussi cette idée que, à quoi ça sert de former les filles? Parce que de toute façon, elles vont arrêter de faire la médecine et elles vont faire des enfants. Et certains de mes professeurs allaient à la télé répéter ce truc. Et un jour, il y en avait un qui était donc à la télévision, qui disait « oui, quand même, les femmes médecins, c'est compliqué, on investit beaucoup, et puis on n'a pas beaucoup de retours. » Et on était en salle de garde. Dans la salle d'accouchement, il n'y avait que des filles. On prenait les gardes, on tenait à la maison, et lui, il allait pérorer à la télé. C'était très amusant, le lendemain, on l'a bien chambré. Donc remettre un peu d'équité dans ces rapports-là, au travers... C'est ce qu'on retrouve dans les propositions d'un travail dès les études pour créer peut-être aussi des séminaires sur le sexisme, le harcèlement. Tout ça, ça vous semble... Nécessaire. Nécessaire et notamment dans l'enseignement. Parce qu'ils sont tellement persuadés que c'est normal, que c'est comme ça qu'on éduque les étudiants, que parfois même ils trouvent ça drôle. Alors qu'en fait, ça l'est pas du tout, même si on riait pour ne pas nous faire remarquer. Je pense qu'il faut absolument que les enseignants, les professeurs de médecine, tous les maîtres de stage prennent conscience que leurs propos sont humiliants et inutilement dévalorisants pour les femmes qu'ils accompagnent. Voilà, là, on entend bien qu'il y a urgence du point de vue du cursus. Valérie Fayat, vous allez devoir nous quitter, mais je voudrais quand même que vous nous racontiez ce qu'il en est avec votre action sur le terrain, avec Sanofi Espoir. Parce que sur le terrain, vous travaillez sur les inégalités
en santé et notamment sur les femmes. Vous allez chercher toutes ces poches de précarité où l'inégalité est vraiment prégnante. Ça commence par un manque d'éducation. Je sais que dans vos programmes, il y a le mot éduquer aussi. Il y a soigner, offrir des services, etc., aider des associations à agir sur le terrain, mais il y a des notions d'éducation. Donc, vous corroborez ce que viennent de dire les médecins. Ça commence aussi par l'éducation des professionnels futurs. Ça commence par l'éducation des professionnels futurs, mais ça commence aussi par l'éducation des femmes en général. On travaille beaucoup avec Rada Hatem justement sur ces sujets. La Fondation Sanofi Espoir travaille sur les inégalités en santé. On fait un focus effectivement sur la santé des femmes, plus particulièrement sur le moment de la grossesse, qui pour l'instant donc est spécifiquement féminin en tout cas. C'est un moment particulier parce que c'est un moment où on peut capter les femmes et donc travailler sur les inégalités en santé, donc faire des dépistages, que ce soit sur des maladies infectieuses ou des maladies non transmissibles. Et donc c'est ce qu'on fait souvent dans les pays en développement, qu'on fait aussi d'ailleurs sur les pays développés en France, dans les milieux très, très précaires. Mais ce qu'on voit aussi, c'est que la grossesse est un moment de grande fragilité, notamment sur les grossesses précoces, donc chez les très jeunes filles, quand il y a eu des violences faites aux femmes, et puis dans les milieux effectivement de précarité ou lors des crises humanitaires. Alors nous, ce qu'on voit au niveau de la Fondation, c'est qu'on travaille quand même avec un milieu professionnel qui est très féminisé. On travaille énormément avec les sages-femmes, donc les gynécologues aussi, mais on travaille beaucoup avec les sages-femmes, on travaille beaucoup avec le personnel infirmier. Donc, comme on disait tout à l'heure, toute la partie care, justement, on trouve énormément de femmes. Donc, je dirais, dans les actions qu'on mène au niveau de la Fondation, on a cet avantage-là. Et alors, pour quelles propositions qui sont issues de ce livre blanc, vous avez un œil particulièrement bienveillant, attentif, hein. Vous allez vous dire ça, il faut qu'on y aille là. Alors, je dirais notamment la proposition qui concerne les subventions pour les équipes de recherche où il y a des chercheuses. Je pense que c'est un élément qui est important. Ça pousse à la fois les femmes à sortir un petit peu de l'ombre, parce qu'on a souvent aussi dans les équipes des hommes qui sont mis en avant. Donc c'est vrai que c'est une démarche qui est intéressante pour pousser les femmes à sortir et à se mettre un peu plus en avant de la scène. Mais c'est sûr que sur les 14 propositions, toutes conviennent à la logique de votre démarche. C'est certain. Alors je dirais, il y en a d'autres qui nous ont fait aussi réfléchir. Ouais. On travaille également la Fondation travaille sur l'oncologie pédiatrique et on fait beaucoup de formations d'oncopédiatres dans les pays en développement. Et du coup, si c'est quelque chose qu'on ne regardait pas jusque-là, on a quand même repris nos statistiques en disant, mais finalement, quelle est la population conforme? Est-ce qu'on a malgré tout une sorte d'équité entre les personnes conformes? Et en fait, oui, donc maintenant c'est rentré dans nos indicateurs. Mais sur ce qu'on a pu regarder, on est à peu près à 60% de femmes formées en oncologie pédiatrique dans les pays en développement. Et on fait aussi des bourses, donc plutôt pour les personnels infirmiers qui travaillent dans l'oncologie pédiatrique. Et là, on est à 77% de femmes sur les projets qui sont financés. D'accord, donc en s'y mettant, on y arrive. Exactement. Avec un peu de volonté politique. Exactement. Et on peut avoir des résultats. Et vous avez l'impression que ça se fait encore dans la douleur, au moins intellectuelle, où ça commence à être de plus en plus accepté et évident? Alors, je dirais pas que c'est c'est pas forcément une douleur intellectuelle, mais en tout cas, ce qu'on voit, c'est que quand on rajoute ça dans les indicateurs, c'est quelque chose qui surprend un petit peu, qui est pas très naturel, en fait, de regarder ces aspects genrés. Mais je vais vous donner un autre exemple. Je vous disais qu'on travaillait sur les femmes et notamment sur les grossesses. Dans les programmes, du coup, on dit, c'est bon, on travaille sur les femmes. Non, il faut aussi travailler sur la jante masculine.
travailler sur la santé des femmes impose aussi que les hommes participent à ces phénomènes. Donc je pense que cette question genrée n'est pas encore quelque chose de très naturel dans les démarches. Complètement intégré. Donc on voit bien avec les médecins qu'il y a un substrat et un décor, un contexte absolument nécessaire de considérer hommes et femmes. Et on va voir avec les 3 acteurs terrain d'autres univers qu'il y a des raisons d'être très positives parce qu'on peut avoir des résultats et puis parfois de surprendre. Et alors vous vous surprenez aussi, Ulrike de Cohen, du côté de chez AXA, parce qu'il y a quelques années, vous avez affiché de manière plus officielle, moi je dirais une sorte de ciblage, de prise de parole envers les femmes en particulier, en nous disant à nous les femmes, moi assureur, je peux vous accompagner au travers de différents services dans des moments de vie de fragilité plus délicats. Comment l'idée est arrivée et jusqu'où vous souhaitez aller ? Oui, tout à fait. Je dirais l'idée, elle est arrivée parce que l'engagement global pour les femmes chez AXA dure depuis de nombreuses années. Et de plus en plus, en fait, on s'interroge sur comment notre métier, notre cœur de métier, qui est la protection et les différentes services d'assurance peuvent contribuer à promouvoir l'égalité, je dirais, à renforcer le rôle économique des femmes. Et bien entendu, la santé, qui est aussi une activité très importante pour nous. On est un des assureurs santé globaux les plus importants. On s'est dit on peut apporter quelque chose. Et je pense que c'est arrivé à peu près au même moment où on commençait à lire effectivement et à prendre conscience dans la société civile aussi de vulnérabilités particulières qui ont trait à la biologie, qui ont trait aussi à la sociologie parfois. Et donc on s'est dit comment est-ce que nous, avec les différents leviers dont nous disposons, comment nous pouvons accompagner ce mouvement d'une meilleure prise en compte de la santé des femmes au niveau global. Alors c'est vrai que quand on parle de services et de produits d'assurance, en France on est quand même très privilégié du fait de la couverture santé publique, mais il y a des pays où nous opérons où c'est extrêmement faible et ce qui est intéressant c'est que c'est dans ces pays où à la demande de nos clientes, on a commencé à développer des produits qui les couvraient beaucoup mieux au Mexique par exemple, le cancer est une cause extrêmement importante de mortalité des femmes jeunes et en activité. Donc voilà, d'abord ça, créer des protections plus ciblées pour des besoins de santé. Le deuxième aspect, et celui-là je dirais en France on a vu vraiment se développer énormément, c'est l'accès aux soins. Donc les femmes il y a un paradoxe, les femmes sont en règle générale à 90% celles qui prennent les décisions de santé dans leur foyer, que ce soit pour les enfants, pour celles qui s'occupent de la santé globalement de la famille. Très souvent, leurs propres besoins viennent en tout dernier lieu. Moi, je me souviens quand j'ai eu mon premier enfant, c'était le premier message de mon médecin, ne vous oubliez pas. Et donc on s'est dit, il y a un sujet, c'est comment on peut leur faciliter l'accès aux soins. Et là, ce dont on s'est rendu compte, c'est que des services technologiques et digitaux comme la téléconsultation, les premières cibles, les premières personnes à l'utiliser massivement étaient les femmes. C'est toujours entre 60 et 70% des appels de téléconsultation. Ce sont les femmes et c'était vrai aussi pendant la crise Covid où ça a véritablement explosé. Et donc, on pense que ces moyens-là, on doit les rendre de plus en plus faciles d'accès pour les femmes parce qu'elles peuvent constituer une solution. Et enfin, puisque vous parliez d'écosystème, effectivement, on s'est dit, nous avons la chance d'être un grand groupe avec d'autres leviers. On a notre Fondation pour la recherche scientifique qui existe depuis une dizaine d'années, mais où on s'est rendu compte du même manque en fait de projets qui nous étaient proposés, qui concernaient la santé des femmes, d'où la création il y a 2 ans de ce fonds pour la santé des femmes doté d'1 million d'euros, où nous avons désormais 8 chercheurs qui travaillent. La plupart sont des chercheuses, mais nous n'avons pas exclu les chercheurs qui travaillent sur des sujets très divers, mais vraiment très importants. Et dernier élément sur lequel on a aussi une conviction très forte, c'est la technologie et l'écosystème des startups, des innovateurs et innovatrices peut apporter une réponse également avec des solutions technologiques
pour améliorer la prévention, la sensibilisation, mais aussi le diagnostic, le dépistage. Et là, on essaye aussi chaque année d'avoir des partenariats qui nous permettent d'appuyer des acteurs forts dans le domaine. En ce moment, on a un partenariat que j'aime beaucoup avec 15 Tech pour accompagner une sélection de 10 entrepreneuses de ce qu'on appelle la Femtech, donc ce nouvel environnement de technologie dédié à la santé des femmes, pour les accompagner et accélérer leurs projets. Donc voilà, c'est véritablement notre conviction, c'est que on peut trouver des solutions si chaque acteur et chaque élément de la chaîne de valeur partage un certain nombre de prises de conscience et de convictions pour pouvoir aller dans le bon sens et que chacun puisse apporter un peu sa pierre à l'édifice. C'est assez impressionnant de voir l'étendue de cet écosystème. Donc on voit bien que le substrat de la littérature scientifique a créé et allumé des déclics. Alors foncièrement, bon, leader mondial, mais philanthrope, féministe quand même. Ça se passe dans la bienveillance, à l'interne, dans la douleur. J'ai la même question que pour Valérie Fayat. Et maintenant, c'est une fierté en vrai. Ça se passe comment petit à petit? Non, je pense que alors je pense qu'effectivement l'engagement interne qu'on avait pour la promotion de l'égalité, etc., a été effectivement, disons, un substrat qui a rendu cette prise de conscience plus aisée. Et aujourd'hui, c'est plutôt une évidence. Et je dirais, on recherche plutôt effectivement à mobiliser tous les acteurs avec lesquels on a la chance d'interagir. On n'a pas toutes les solutions, ça c'est clair. On peut faire un certain nombre de choses, mais effectivement, de trouver des partenaires qui peuvent eux aussi pousser le sujet un cran plus loin. Donc ça, c'est extrêmement, je dirais, enrichissant. Ça nous permet de mieux connaître aussi les enjeux, ces enjeux sociaux et de mieux y répondre. Donc ça se passe avec beaucoup d'enthousiasme. Oui, en maintenant, réalité. c'est intégré dans l'ADN et c'est ce qui fait que vous avez, vous aussi, un œil bienveillant sur. Vous êtes là aujourd'hui, mais sur ces 14 propositions, il y en a quelques-unes, j'imagine plutôt du côté des subventions aux femmes ou autres qui vous ont, qui seront plus à cœur et amènent à être absolument, selon vous. Tout à fait. Donc nous c'est vrai qu'on a été très favorables, en particulier les propositions sur les subventions en faveur de cette médecine qui prennent davantage en compte parce que en fait la science est à la base de tout, donc il faut vraiment que ça parte de là. On se rend compte quand même, nous, dans notre fameux fonds, lorsqu'on a lancé cet appel à projet sur la santé des femmes, que malgré tout 90% des chercheurs et postulants étaient des femmes. Donc il n'y a pas de mystère. Je pense que s'il y a plus de femmes aussi qui sont incitées à travailler dans la recherche, et je dirais à ce titre-là, la crise de la Covid a aussi, moi ce que j'ai lu pas mal d'articles, fait reculer le nombre de publications scientifiques signées par des femmes. Donc là encore, je pense que ce qu'on a connu du multitasking en période de confinement n'a pas aidé cette cause-là. Donc oui, ces deux-là nous paraissent très importantes, même si on peut adhérer plus globalement à l'ensemble des philosophie de l'ensemble. Alors il faut surprendre pour pouvoir petit à petit fidéliser et faire presque intégrer la démarche, le réflexe de plus d'équité dans l'ADN d'une structure. Surprendre, ça a été aussi votre lot et votre cas, Yannick Attenot, avec WW, parce que, bon, ben voilà, disons-le, l'accompagnement des femmes, bien sûr, anciennement Weight Watchers, c'est quelque chose qu'on imagine bien que vous connaissez fortement. On pourrait penser et s'arrêter en se disant que c'est un accompagnement qui vise à pousser vers les stéréotypes. Or, on est plus depuis pas mal d'années quand même, quand on s'y intéresse vraiment, sur l'équilibre alimentaire, sur l'équilibre dans sa vie. Et voilà que vous surprenez en proposant la possibilité aux femmes d'être accompagnées pour presque, je dirais, oser penser à soi, oser plus penser à sa santé. On a dit tout à l'heure que les femmes souvent rechignent à penser d'abord à leur santé. C'est vrai qu'a priori, on pourrait croire que c'est oser être vous, c'était pas complètement votre première mission, mais ça l'est maintenant. Oui, tout à fait. Donc, Weight Watchers est connu pour ses programmes minceurs et pour l'efficacité en termes d'amaigrissement, mais depuis la création, donc dans les années 63 à Brooklyn, il y avait un élément essentiel qui était la motivation. Donc les communautés, les groupes de femmes, les réunions Weight Watchers à l'époque, et que ce soit aujourd'hui, maintenant nos communautés WW Digital,
c'est ce même élément de motivation qui permet d'agir sur la stimulation et l'état d'esprit. On s'est aperçu au fil des ans et des recherches scientifiques en termes de changement de comportement, de nutrition, que la motivation, l'état d'esprit était beaucoup plus que simplement un moyen d'arriver vers la prévention santé, de manger équilibré, de réintroduire de l'activité physique, c'est qu'il était essentiel à traiter en tant que pilier de la méthode. Donc, ces bases scientifiques, par exemple, avec des études publiées qui prouvent que les gens plus heureux font des choix plus sains. Donc oui, il y a un lien entre le bien-être psychologique et la santé cardiovasculaire. Parce que si on va bien dans sa tête, on mange mieux, on dort mieux, on prend du temps pour de l'activité physique. Une autre base scientifique sur cette évolution, c'était toutes les recherches en termes de psychologie de l'adulte qui prouvent, et tout le principe d'auto-efficacité, self-efficacy, qui prouve que quand on est convaincu de pouvoir réussir quelque chose, on va plus se lancer dans ce changement. On va plus oser changer les choses. C'est convaincu, c'est pas méthode Coué. Ah non, c'est pas du tout. C'est voilà, vraiment arriver à se appliqué. convaincre de sa capacité à réussir. Ça encourage à agir. Et concrètement, là aussi, l'idée est d'accompagner les femmes, on a une forte majorité de femmes, à prendre conscience, à booster leur confiance en eux. Donc concrètement, on a des thèmes chaque semaine, donc certes nutrition ou activité physique, et vraiment traiter l'état d'esprit comme un pilier, c'est qu'on a aussi des thèmes sur cet aspect de pensée positive. Cette semaine, très concrètement, je regardais sur notre appli, c'est booster votre confiance. Donc à chaque fois, on explique la base scientifique, pourquoi c'est important, et des techniques pratiques pour le faire. Et sur l'appli, il y a des sessions de méditation avec un partenaire qui est Headspace, et également des sessions, des audiotracks pour l'activité physique. Mais tout ça est vraiment lié au fait de pouvoir prendre du temps pour soi et pour son bien-être. Et donc ça s'applique évidemment et en premier lieu aux femmes qui sont tout à fait des actrices en plus. Quand elles travaillent sur leur bien-être et les habitudes saines dans leur foyer, elles ont un impact sur toute la famille. Il y a près de 500 000, 470 000 Françaises qui sont en moyenne abonnées à vos applications. Donc évidemment, vous travaillez énormément sur ce public très féminin, mais vous l'avez cité, origine américaine. Je me permets cette petite aparté, parce que ça reste quand même un peu esprit français. Est-ce que c'est pas très US de raisonner comme ça? Est-ce qu'il y a une adaptation du coup pour l'appréciation française, le marché français, ou est-ce que finalement il y a une universalité et on a toutes besoin un peu de cette façon un peu d'être à l'américaine, où ça fait un peu de bien quand même aussi de s'entendre dire aie confiance, vas-y. Oui, alors vous l'avez compris, c'est beaucoup plus qu'avoir confiance. C'est vraiment concrètement comment on planifie son temps, comment il y a une session qui sera sur une semaine où on sera axé sur retrouver du temps pour vous. Réorganisez-vous. Oui, ouais. Et là, concrètement, comment on fait prise de conscience de je n'ai pas de temps pour moi, etc. et des techniques. Donc, c'est vraiment accompagner, faire ce changement. Donc oui, il y a des fondements mondiaux, enfin toutes les raisons de prise de poids, de ne pas faire de prévention, enfin d'avoir un impact négatif sur la prévention santé, de ne pas faire d'activité physique parce qu'on n'a pas le temps ou on le met en bas de la liste. Tout ça, c'est un peu commun à tous les pays. Et de toute façon, la méthode est entièrement appliquée en France. Donc, on a une direction scientifique globale pour toutes ces études, justement, et on a une directrice du programme et du développement programme, qui est d'ailleurs dans la salle et que je salue, qui est ma seule accompagnatrice en ce temps de période et d'audience limitée. Non, mais je voulais pointer ça parce que ça fait partie, on est en plein dans aussi stéréotypes et donc idées reçues, de se dire oui, mais ok, c'est très américain, etc. Et nous, ça ne nous convient pas. Mais il y a ces traits universels. On retrouve la même problématique avec ce que la littérature et le monde scientifique prouvent avec le rapport homme-femme. C'est que voilà, il y a des traits qui sont quand même universels dans les différences et pas dans le commun. Alors, je dirais même que les Françaises en ont encore plus besoin. Et voilà. Parce que pour revenir à votre allusion aux stéréotypes, effectivement, la minceur, pour être une minceur en soi et maigrir, ça ne fonctionne pas. Depuis le début, on se bat contre les régimes. C'est bien un réapprentissage d'une alimentation équilibrée, l'activité physique et consacrer du temps, oser penser à soi et cet état d'esprit qui crée les conditions du bien-être. Donc une approche holistique du bien-être. Et en France, on se met beaucoup de pression quand on est une femme.
en plus de tous les échanges qu'on a eus et toutes les preuves de cette charge quotidienne qui est déjà déséquilibrée, les Françaises ont tendance à se mettre un peu plus de pression justement sur des idéals de minceur qui ne sont pas nécessairement leur poids santé, leur poids forme. Voilà, et d'autres pressions, encore plus que dans d'autres pays. Alors, je placerai une petite question. Mais alors, l'égalité dans tout ça pour vous, l'égalité homme-femme, vous nous racontez cette orientation, c'est pas une révolution, mais c'est une vraie évolution plus tangible qu'on sent dans le travail de WW, j'en perds mes feuilles. Ouais. Mais ma question, c'est, aujourd'hui, on parle d'égalité, on lance un appel, on a 14 propositions concrètes en santé, vous WW, l'égalité dans tout ça, vous nous dites quoi? Je dis qu'il est crucial d'agir sur l'égalité sur tous les aspects en fait qui créent ces disparités. Mais que ce oser penser à soi, il va y contribuer et y mener? Oui, en tout cas, vraiment l'inégalité la plus criante qui reste encore, en tout cas de notre point de vue, qui sont ce vécu de plus de 300 000 femmes qui sont sur nos applis, c'est l'inégalité sur la charge quotidienne, et qui concrètement enlève du temps. Et on voit aussi dans les études que le manque de temps est un des obstacles principaux à l'activité physique et au choix sain. Donc il est important de travailler sur cet équilibre, charge mentale et charge réelle, même s'il y a eu plein de progrès. Je salue les hommes, parce que quand on a ces discours, il y en a toujours un qui grommelle et qui dit « mais j'aide à la maison ». Oui, bien sûr, mais on n'y est pas encore. Et avec les pressions plus qu'on peut se mettre en tant que femme française, et quand s'y mettent les aléas de la vie, avoir un enfant malade, les parents qui vieillissent, les divorces, c'est ça le vécu de toutes les femmes qui suivent WW. Donc comment je trouve du temps? Là, comment j'ose me dire que oui, il me faut mon heure, il me faut mes 30 minutes d'activité physique? Aujourd'hui, il y a des disparités énormes. 53% des femmes déclarent faire leurs 30 minutes d'activité physique contre 70% pour les hommes. Et c'est du déclaratif pour les deux. Donc si on n'a pas ces rappels, voilà, ces aides technologiques et cette stimulation, on peut l'oublier. Donc vous nous apportez par votre terrain la preuve tangible que toutes ces mesures proposées, qui sont liées au système de garde d'enfants, je pense à la crèche, à la facilitation des horaires, que ce soit pour le personnel qui travaille en hôpital que pour les femmes en général, c'est ô combien urgent et important de continuer à y travailler. Oui. Autre question, vous appartenez à une structure qui, aux États-Unis, met en avant une femme, je reste journaliste extraordinaire pour moi, mais qui est Oprah Winfrey, qui vous a accompagné. La notion de rôle modèle, alors, la notion d'exemple, est-ce que là aussi c'est un kick, un petit déclic important? Ulrike, vous pouvez intervenir, je vois que... Ouais. Non, elle est effectivement cruciale, parce que rôle modèle, c'est inspirer des jeunes femmes qui ont des enfants, qui ont à faire cette charge quotidienne, à progresser. Et ça, c'est crucial parce que c'est en ayant des femmes à des postes d'influence réels, et il y a le décalage, parce que j'ai aussi côtoyé dans le passé les aides-soignants, les agents hospitaliers en équipe de nuit, qui sont beaucoup de femmes, que des femmes, foyers monoparentaux, parce qu'elles repartent faire leur journée, la vraie journée avec les enfants, je diverge un peu, et effectivement le décalage en haut des instances des départements, des grands services. Donc là, il y a une des propositions sur les quotas, ça c'est important. Donner des noms aux universités, aux hôpitaux plus féminins, il n'y a pas que Marie Curie, il y a Marie Curie, mais il n'y a pas que Marie Curie. Oui, et effectivement, Oprah Winfrey elle a un rôle important. Tout le monde n'est pas Oprah Winfrey, donc tout le monde. Et il est important d'avoir des personnes et des femmes à ces postes d'influence. Donc aussi dans la tech, dans nos équipes à San Francisco, équipe tech centralisée, c'est là qu'il y avait peut-être moins de femmes, et nous travaillons avec des associations comme Girls Who Code, en invitant des témoins, Resma Sojani qui a écrit des ouvrages Brave, Not Perfect, pour expliquer pourquoi on demande aux garçons d'être brave. Les garçons, ils ont le courage de venir ici à ces tables rondes, de parler à un public. Ça peut être un peu... On a moins appris aux femmes à le faire. Donc, accepter de ne pas être parfaite et développer aussi dans les équipes tech des femmes. Donc, je pense qu'il faut faire vraiment feu de tout bois avec des propositions extrêmement concrètes et pragmatiques, comme on les a dans le livre. Mais tout se rejoint. Oui, c'est ça. Tout se complète et se rejoint. Mais ce qu'on constate au travers de ces 3 expériences
entreprise, terrain, que ce soit Fondation Sanofi Espoir, que ce soit le groupe leader AXA, que ce soit vous avec Weight Watchers WW, c'est qu'il y a des raisons d'être très positif quand même. C'est que vous avez déjà commencé à agir, vous êtes là pour ce livre blanc, pour faire en sorte que ça continue, mais qu'il y a des raisons d'être positif. Mesdames les médecins, quand vous écoutez tout ça, on arrive au terme de cette table ronde. Comment vous sentez-vous alors? Rada Hatem, vous portez une histoire lourde aussi, parce que cette maison de bienveillance, et on l'a dit tout à l'heure, de répit, elle voit arriver des femmes qui sont dans un état psychologique compliqué. Vous allez repartir avec une charge plus positive, un livre blanc en main, et vous dire que le monde va changer. Le monde doit changer, c'est clair. On essaye à notre petit niveau d'y participer. Le problème des femmes que nous accompagnons, c'est qu'elles n'ont même pas le temps de se connecter à l'appli parce que ce qu'elles gèrent est déjà tellement déstructurant chez elles que ça viendra après. Donc je pense qu'il y a des étapes. Il y a des paliers. Il y a des paliers. Il faut absolument qu'on les passe. Et pour reprendre le sujet de femmes en médecine, je crois que là encore, il y a des paliers, il y a des rôles modèles, il y a des femmes extraordinaires qui sont professeurs de chirurgie cardiaque, de génétique, tout ça, et qu'il faut qu'elles attrapent les petites et qu'elles les emmènent avec elles. Vous êtes d'accord, professeur Claudine Alors moi, Julien? il y a un aspect sur lequel je voulais revenir, on l'a évoqué tout à l'heure, c'est la question de l'enseignement des professions médicales. Nous sommes en Europe, la France, un pays en retard colossal. Les Suédois, Scandinaves, etc., les Allemandes ont déjà, à la faculté de médecine, des enseignements pour enseigner le dimorphisme sexuel, c'est-à-dire les différences entre les hommes et les femmes, dans toutes les pathologies. Je sais que dans cette table ronde, vous n'avez malheureusement pas pu avoir, j'arrive plus à me souvenir de son nom, la cardiologue de Lille, Mounier Veillé, voilà, qui, elle, mène aussi un combat dans le domaine cardiovasculaire. Donc le domaine cardiovasculaire, c'est pas le domaine de la reproduction, ce qu'on appelle le côté bikini des femmes, c'est le corps dans sa totalité. C'est la même chose pour les cancers. Et ça, il faut que pendant les études de médecine, mais aussi les infirmières, les sages-femmes, toutes les professions médicales, il y ait une partie qui enseigne les différences entre les hommes et les femmes. Nous avons une ossature qui n'est pas la même, nous avons un système musculaire qui n'est pas le même. Les hommes ont 20% de plus de masse musculaire que nous, donc quand on vieillit, la sarcopénie, ça touche pas tout le monde de la même façon. C'est énorme tout ce qu'il y a dans ce système médical. Et en France, j'ai été la seule, en 2008, à lancer sur Paris-Ouest, pour les étudiants en médecine, un cours de dimorphisme sexuel. Et puis, on a eu des réformes des enseignements médicaux, et il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien, alors que, je vous le disais, à Berlin, à l'hôpital Charité, ils ont mis ça au point. Il y a des manuels maintenant pour bien enseigner les différences entre le système pulmonaire des femmes, le système urinaire des femmes et des hommes, sans qu'on soit uniquement se cantonner dans ces systèmes de la gynécologie qui, bien entendu, bon, le tissu mammaire est ce qu'il y a de plus de différence entre les hommes et les femmes. Oui. Je vous écoute. Non, mais c'est passionnant. Mais nous ne sommes pas tous médecins ni généticiens. Non, mais voilà, je m'envole. Vous avez raison. Non, mais on vous écoute toutes. Mais ce qu'on retient, c'est que c'est à l'enseignement, voilà, c'est là la base, voilà, et que ça ne discriminera personne que de considérer cette réalité biologique. Donc, en synthèse, la femme n'est décidément pas un homme comme les autres. Voilà. Ah ben oui, je l'ai faite. Oui.
Mais je vois que vous êtes d'accord, mesdames. Malheureusement, le temps est imparti, mais bon, le grand conseil, c'est d'aller voir en page 28-29 les 14 propositions liées au domaine et au secteur de la santé de ce livre blanc. Merci beaucoup à vous, mesdames, qu'on peut retrouver dans un webinaire atelier où on vous voit réfléchir ensemble à ces propositions. Merci encore beaucoup et bonne lecture. Merci.